Monsieur Laberge, vous avez été président de la PES au début des années 80. Oui. L'un des dossiers importants que vous avez eu à traiter a été le décadrage des chefs de département. Pouvez-vous élaborer un peu sur les circonstances entourant cet événement? Oui, il y avait trois éléments, à peu près trois éléments, en tout cas quelques éléments qui nous emmenaient là, vraiment à se questionner, à trouver une solution au problème qu'on rencontrait. Le principal problème étant la reconnaissance syndicale de l'association pour parler, pour négocier les conditions de travail de tous les pharmaciens, les chefs et les non-chefs. On avait vraiment un mur d'incompréhension devant nous, devant le ministère et ses représentants patronaux, des représentants de l'AOHQ qui étaient en fait nos directeurs généraux, qui ne pouvaient pas concevoir qu'une association puisse parler à la fois pour des cadres et des non-cadres. Alors ça ne rentrait pas dans leur cadre à eux. Alors ça, c'était un problème vraiment important. Moi, j'avais été président du comité de négociation avant d'être président de l'association et j'avais vu là, ce problème-là à peu près impossible à franchir. C'était donc très difficile de négocier. Il y avait aussi à cette époque-là, au même moment, l'ASIAS, qui était l'Association des cadres intermédiaires, commençait un petit peu dans les hôpitaux, leur première balise, si on veut. Et malheureusement, il y avait quelques pharmaciens chefs de notre groupe qui avaient adhéré à la SIAS, tout en demeurant bien sûr à la PES, mais c'est évident que ça ne nous aidait pas et que le ministère régulièrement nous rappelait qu'on ne pouvait pas prétendre représenter tous les pharmaciens puisqu'on avait certains de nos membres. On leur demandait toujours oui, combien vous pensez on en a. On savait qu'il y en avait très peu, mais eux prétendaient qu'il y en avait beaucoup, évidemment. Alors, c'était vraiment une autre question qu'il fallait agir parce qu'il était question en même temps de la survie un peu de l'association parce que les chefs de service à ce moment-là représentaient environ certainement le tiers des effectifs, compte tenu du nombre de pharmaciens à l'époque, là, certainement le tiers au minimum de nos effectifs, donc c'est extrêmement important. Et il y avait un dernier élément, dans ces années-là, il arrivait beaucoup de nouveaux pharmaciens, de nouvelles pharmaciennes dans le réseau. Et souvent, on nous disait que ils trouvaient que c'était difficile de pratiquer dans les hôpitaux parce que souvent, c'était le chef de service qui un petit peu limitait là, la possibilité d'œuvrer. Alors, on voyait que là aussi, peut-être qu'il y avait besoin de stimulation au niveau des chefs de service pour faire en sorte que la pharmacie se développe plus rapidement dans les établissements. Alors, c'était les trois facteurs. Et est arrivé, à un moment donné, un conseil, une assemblée générale. Et deux membres de l'association, Yves Garnier et Jean-Yves Julien, nous avaient demandé la possibilité de présenter un projet de modification de l'organisation des services de pharmacie dans les établissements. Et ils avaient fait cette présentation-là en Assemblée générale. Et finalement, ce qu'ils nous présentaient, c'était les lois et les règlements qui régissaient l'organisation médicale dans l'établissement. Donc, comment étaient nommés les chefs de département, les durées de leur mandat, les responsabilités qu'ils avaient, etc. Et proposaient que la pharmacie adapte un cheminement semblable à celui-là. Alors moi, ça m'avait énormément éclairé cette conférence-là. Là, je voyais vraiment où il fallait aller. Et on avait eu mandat de cette assemblée-là, après la présentation, d'examiner cette hypothèse-là et de faire rapport aux membres dans l'année qui suivait. Alors, à peu près 6 mois après, ou peut-être même moins, après cette réunion-là, on a organisé ce qu'on a appelé le colloque des chefs. On a réuni tous les chefs de service. La réunion s'est tenue, si je me souviens bien, ma mémoire est bonne, dans l'auditorium de l'Institut de cardiologie de Montréal. À peu près tous nos chefs se sont présentés. Certains de nos membres auraient souhaité que tous les pharmaciens puissent participer à la discussion, les chefs et les non-chefs. Mais moi, je considérais que c'est vraiment aux chefs qu'on leur demandait quand même des choses. Là. Notamment, il pouvait y avoir des modifications salariales dans le choix qu'on faisait. Il y avait des régimes d'assurance qui étaient différents là, pour les pharmaciens et les pharmaciens cadres à l'époque. Alors moi, je considérais qu'il fallait d'abord en parler avec les chefs. C'était eux qui devaient dire on est d'accord ou pas d'accord pour changer de statut. Et à la suite au colloque, donc j'avais expliqué un peu aux membres les avantages de ce qu'on proposait. Notre conseiller juridique, Maître Brodeur, à ce moment-là, lui avait exposé un petit peu la partie des législations qu'il faudrait modifier pour arriver à ce qu'on demandait. Et finalement, ça s'est terminé en disant, d'ici une semaine ou deux, on vous enverra un espèce de bulletin de vote, un mandat. Vous demandez si vous êtes d'accord à ce que nous négocions à votre nom avec ce nouveau système-là, savoir la nomination des chefs par leur père, etc. Alors ça s'est fait comme ça.
on a reçu le mandat de près de 70% des chefs qui ont dit oui, on est d'accord. Alors, ça a été vraiment extraordinaire et on peut dire qu'à ce moment-là, moi, ce que j'avais clos le collègue en disant, bon, vous devez choisir, considérez-vous des pharmaciens en premier ou des administrateurs? Et les gens, on le voit, 70% l'ont choisi, on dit, bon, on est d'abord des pharmaciens et c'est comme ça que finalement, on a pu poursuivre ensuite dans ce système-là. J'ai entendu dire que cette rencontre avait été mouvementée. Est-ce qu'il y avait des dissidences entre les pharmaciens? Quels étaient les... C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de... On mentait un peu un acte de foi. Il y avait quand même des incertitudes vis-à-vis ce qu'on proposait. Et il y a toujours des gens un petit peu... La résistance au changement existe dans tous les domaines. C'était un changement quand même immense qu'on faisait. Et comme je dis, il pouvait y avoir des implications importantes. Et il pouvait y avoir certains chefs aussi dans certains établissements, on ne connaissait pas la situation de tout le monde, qui peut-être se sentaient déjà un petit peu proche de la porte et le fait de dire, mais là, je ne veux pas être chef, c'est peut-être ce qui faisait que, tu sais, bon, ben, c'est parfait. Nous aussi, on pense ça, grosso modo, on ne peut pas exactement savoir tout ça, mais ce qui a été déterminant, je pense, dans l'argumentation, c'est qu'on disait aux gens, écoutez, en échange de votre chefferie qui peut être peut-être là, à vie, mais qui peut être aussi précaire, on vous offre une certaine sécurité d'emploi parce que vous allez réintégrer le service de pharmacie, vous allez rester pharmacien, vous allez rester à l'emploi de l'établissement. Ça a joué quand même beaucoup. Et il y avait aussi quand même des chefs qui étaient peut-être un peu tannés d'avoir à gérer toujours. Qui se disaient, bon, peut-être ça m'intéresserait, moi, de me reposer, peut-être en revenir plus tard. En tout cas, il y en a qui voyaient que ça pouvait être intéressant, une dynamique nouvelle qui pouvait vraiment aider à développer nos services. Alors, il y en a eu des dissidences, mais pas tant que ça. Rappelez-nous un peu qu'est-ce que ça impliquait là, pour ces chefs, le décadrage, qu'est-ce que ça changeait dans leur fonction? Bien, écoutez, le chef, évidemment, il y avait des questions monétaires. Le chef était payé en pourcentage de supplémentaire au salaire du pharmacien clinicien. Il avait souvent, il se faisait un peu des avantages lui-même. Il ne travaillait pas souvent les fins de semaine, des petits avantages comme ça. Il faisait moins de garde s'il ne voulait pas en faire, les soirées, etc. Ça, des choses un petit peu comme ça. Il gérait, évidemment. Si ça faisait longtemps, il était un peu plus loin de la pharmacie. Ça l'inquiétait un peu de retourner faire de la pharmacie, tout simplement. Alors, c'était des facteurs qui pouvaient peut-être un petit peu les limiter. Puis, toujours un petit peu la peur de l'inconnu. Parce que c'est bien beau ce qu'on leur disait, mais on n'avait rien de négocié de sérieux, puis on ne savait pas si ça fonctionnerait vis-à-vis ensuite de notre employeur. C'était vraiment... On demandait, faites-nous confiance finalement, est-ce que c'est ce que les gens ont fait? Puis je pense ce qui a été déterminant, c'est que les gens ont dit, oui, c'est vrai, on est des pharmaciens, alors allons-y. Je pense que c'est ça qui a été le facteur. Un peu à la même époque, vous avez présenté un mémoire à la Commission des affaires sociales, je crois, qui était pour modifier la loi sur les services de santé et les services sociaux. Expliquez-nous un peu en quoi consistait le mémoire que vous avez présenté et quelles conséquences cette présentation-là. Si on se remet en contexte, quand moi je suis arrivé dans le réseau, c'était en 1971, dans les hôpitaux comme où j'étais à Valleyfield, c'était représentatif quand même, la majorité des hôpitaux, des petits hôpitaux de ville qu'on appelait, qui sont devenus un petit peu des hôpitaux régionaux un peu plus tard. Il y avait deux grandes directions dans les hôpitaux. Il y avait d'une part la direction des soins infirmiers, qui regroupait les infirmières auxiliaires, les infirmières autorisées, les puéricultrices, les gardes-bébés, etc. Et il y avait une autre grande direction, je parle pour les directions des soins, évidemment, la direction médicale, le directeur médical, donc, qui, lui, s'occupait de la question des médecins. Le directeur médical était en général un médecin pratiquant lui-même, donc qui n'était pas à temps plein comme tel. C'était fait un petit peu, géré un peu rapidement dans les petits centres, en tous les cas. Et il y avait également sous sa responsabilité ce qu'on appelait les paramédicaux, les services paramédicaux. Il y avait les archives, il y avait le laboratoire, la partie technique, la radiologie, la partie technique, et la pharmacie. Or, on est dans les années 70, il y a ébullition partout au Québec, dans tous les secteurs d'activité. La santé n'y échappait pas et il y avait beaucoup de nouveaux professionnels qui arrivaient sur le marché du travail et qui entraient dans les hôpitaux. Les inhalothérapeutes, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les travailleurs sociaux, les psychologues, qui n'étaient pas encore dans les établissements à cette époque-là, là, arrivaient en masse, si on veut, puis ils voulaient se faire une place. Et on a créé à ce moment-là, dans les hôpitaux et dans la réglementation gouvernementale, une nouvelle direction qu'on a appelée la direction des services hospitaliers. Alors, on a regroupé sous la direction des services hospitaliers tous les services dont je viens de vous parler, inhalothérapie, ergothérapie, etc.
Et on a retiré de la direction médicale les 4 services paramédicaux, les archives, donc laboratoire, radiologie et pharmacie, et on les a mis également sous la direction des services hospitaliers. Ça faisait l'affaire de passablement de gens, mais en pharmacie, ce n'était pas très avantageux. Beaucoup d'autres professionnels aimaient ça parce qu'ils se sentaient sous le directeur des services professionnels, le directeur médical à l'époque, un peu sous la tutelle médicale. Mais nous, en pharmacie, on ne sentait vraiment pas la même chose. Et notre ressource, qui est le médicament, c'est avec les médecins qu'on a besoin de travailler. Quand on se réunissait, les chefs de département de services hospitaliers, j'avais aucune influence possible avec les services, les archives, on n'utilise pas de médicaments. C'était pas utile. C'est ces éléments-là qu'on a développés dans notre mémoire. Ce qu'on demandait essentiellement dans le mémoire, c'est que le service de pharmacie passe de la direction des services hospitaliers à la direction des services professionnels. Ce qu'on a demandé ensuite, c'est que le service devienne un département, toujours sous le directeur des services professionnels, que le département soit organisé comme les départements médicaux, incluant donc la nomination des chefs selon le même procédé, des mandats de 4 ans après consultation des pharmaciens, etc. Et évidemment, comme les pharmaciens faisaient déjà partie de certains comités du conseil qu'on appelle le conseil des médecins dentistes, on faisait partie du comité de pharmacologie, le pharmacien était ex officio dans le comité, des pharmaciens faisaient partie de d'autres comités, le comité de prévention des infections, dans d'autres centres, il y avait même faisait partie d'autres comités de CMDP. On demandait évidemment en même temps, et ça allait quasi de soi s'il le reste passait surtout, que les pharmaciens entrent dans le conseil des médecins dentistes, et c'est ce qui s'est fait. C'est le conseil des médecins dentistes est devenu le conseil des médecins dentistes et pharmaciens. Mais ce qui est important à se rappeler pour l'histoire, c'est que c'est pas le ministère, c'est pas le ministre Johnson à l'époque qui a proposé que les pharmaciens entrent dans les CMDP, dans les CMD, pour donner les CMDP, comme plusieurs l'ont pensé, surtout les médecins qui pensaient que c'est le ministère qui envoyait comme un loup dans la bergerie. C'était pas ça du tout. C'est que quand le projet a été mis, il n'y avait absolument rien qui touchait la pharmacie. On n'était pas touché, le pharmacie restait sous les services hospitaliers. C'est nous qui avons vu une opportunité de se faire entendre. Et la plus grosse difficulté qu'on a eue, ça a été d'être entendu, justement. Parce qu'on était en fin de session, c'était en novembre, Noël approchait, il y a eu une commission parlementaire qui a été mise sur pied. Et au ministère, on a proposé non officiel, un petit peu ce qu'on aimerait proposer. Et on avait une bonne écoute à ce moment-là des sous-ministres qui avaient vraiment évolué rapidement. Là. Et le ministre Johnson aussi était assez intéressé. Il avait une bonne opinion de la pharmacie d'établissement de santé. Je l'ai rencontré après coup là, pour aller le remercier, puis dans son comté d'ailleurs. Il m'avait dit, écoute, moi j'étais résident à Maisonneuve-Rosemont. Puis je dis honnêtement, dans des cas d'intoxication, si les pharmaciens n'avaient pas été de garde, là, j'aurais été vraiment mal pris. Alors je sais que ça l'aide, des choses semblables. Alors lui est intéressé. Celui qui bloquait, c'était Claude Charon, qui était le leader parlementaire. Il n'y avait rien contre les pharmaciens d'établissement, absolument rien. Sauf que lui, son mandat, c'était de dire qu'il faut que cette commission-là ne s'éternise pas. Et il faut que la loi 27 passe avant l'ajournement de Noël. C'est ça sa préoccupation. Et d'ailleurs, cette commission parlementaire était sur invitation seulement. Or, la presse, on n'était pas invité du tout. Là. Enfin, c'est pour ça que je dis on a dû travailler très fort. Une journée, on appelait, puis là, on disait oui, on pense bien, vous allez être reçus. On n'a pas pris de chance, on a même contacté l'opposition officielle, qui était Mme Thérèse Lavoiroux à ce moment-là, qui, elle, évidemment, on lui a présenté un petit peu ce qu'on aimerait présenter dans notre mémoire. Et même s'il n'était pas encore écrit, notre mémoire, à ce moment-là. Et bon, elle aussi, elle était intéressée à nous entendre. Évidemment, l'opposition est toujours intéressée à entendre le plus de monde possible. Il refuse à peu près personne. Ça embête des fois le gouvernement. Bon, ça, c'est des jeux politiques qu'on n'a pas à s'occuper. Mais quand on est dans une association comme la PES, comme les dirigeants actuels sûrement aussi, il faut faire de la politique. On n'a pas le choix. Il faut s'impliquer, il faut aller à toutes les portes. Alors, on a préparé, on a réussi à se faire entendre, on a préparé une mémoire. Et là-dessus, je pense qu'il faut que l'association se souvienne que c'est vraiment Gaëtan Dubois, qui était secrétaire de l'association à l'époque, qui était pharmacien à Maisonneuve-Rosemont, qui est peut-être encore, je ne sais pas s'il est encore au travail. C'est lui et moi, lui surtout, qui a vraiment écrit, si on veut, la mémoire. C'est sûr qu'il y en avait beaucoup de choses déjà d'écrit, mais faire les liens, puis tout ça, là, puis me faire pratiquer mon texte, puis en tout cas, il a été vraiment très, très, très utile toute cette semaine-là. On est parti, Gaëtan et moi, une semaine complète à Québec pendant la commission parlementaire pour continuer nos contacts. On allait rencontrer des députés pour essayer d'avoir des contacts avec des députés qui étaient sur la commission parlementaire, autant ceux
du gouvernement que ceux de l'opposition. Alors, c'est un travail du lobbying, en fait, qu'on devait faire. On a même rendu sur place, fait une annexe à nos demandes pour préciser encore davantage, pour être certain que ça passe, où on développait l'aspect économique. Déjà, le médicament présentait, on voyait que les coûts commençaient à progresser rapidement. Et comme c'est nous qui le contrôlons, cette ressource-là, on a indiqué un peu l'aspect économique du médicament dans l'établissement et de l'importance que le pharmacien soit avec les médecins pour en discuter et non pas avec les archives, etc. Je pense que ça a eu, on est allé porter notre annexe et je pense que ça aussi, ça a eu un impact. Et finalement, ben, écoute, tout a passé, tout a passé. C'était quasi incroyable, un peu euphorique en fait pour les gens qui y avaient vraiment travaillé. Et en plus, il y avait l'autre aspect, évidemment, qui était celui de la négociation. Pour la première fois, avec la loi 27, un petit article qui n'était pas ce qu'on désirait, nous, à l'association, mais ce qu'on voulait, en fait, de négocier. Au lieu de négocier en vertu des autres professionnels, les pharmaciens ont négocié en vertu de la loi services santé, services sociaux. On a créé là, un petit article juste pour nous, en dernière minute, probablement dans une nuit, la veille de la présentation là, à l'Assemblée nationale, pour dire que le ministre pouvait, il n'a pas dit, là, tu vas le faire, ça va bien aller, là, pouvait négocier avec l'ensemble des pharmaciens d'hôpitaux. Ça, c'était une immense victoire pour nous. C'était la Formule 1 en même temps, c'était immense. C'était vraiment là, des gains extraordinaires. Et, comme je dis, un peu par hasard, il y a eu une commission parlementaire que personne ne s'attendait. Nous, on était prêts, mais on cherchait à quel moment pouvoir parler de ça. Là, ça s'est présenté, on a foncé, évidemment, dans l'opportunité. C'est comme ça que ça s'est fait, cette grande réforme. Donc, quelques années plus tard, les pharmaciens ont fait partie du CMDP. La loi disait déjà qu'il y avait une création de CMDP. Dans certains établissements, là où les pharmaciens étaient déjà très actifs et fonctionnaient bien, on peut dire que dans les semaines qui ont suivi, déjà, ils assistaient aux réunions du CMDP. Okay. Même si la réglementation n'était pas sortie encore, même si dans certains centres, il pouvait y avoir de l'opposition. Moi, je me souviens d'être allé à peine quelques semaines après la commission parlementaire au congrès de l'Association des conseils de médecins, dentistes et pharmaciens. Et à ce moment-là, je devais changer de nom, eux aussi. Les médecins, pas tout le monde là, qui était heureux de nous voir arriver dans leur plate-bande, ça c'est certain. Et encore là, c'est là que j'ai réalisé que la plupart pensaient que c'était le gouvernement qui leur envoyait un croc en jambe. Alors que moi, j'étais là, je lui ai dit, écoutez, pas ça du tout, là, c'est nous qui avons demandé, puis on pense que c'est logique, puis on m'a essayé d'expliquer un petit peu la situation. Et aujourd'hui, je pense que ce que ça a fait de plus, on pourrait élaborer énormément, mais pour conclure rapidement, je dirais que les médecins et les pharmaciens dans les établissements maintenant se considèrent davantage des collègues maintenant. Alors qu'avant, quand on avait à parler à un médecin, ben, c'était toujours parce qu'il y avait un problème relativement à une ordonnance. Ça a complètement changé la perception. C'est tellement important, les perceptions sur la dynamique ont complètement changé. Pour le mieux. Je crois.